À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi ça peut aller assez loin. Parce que, bon, mettons là, on se pose, on analyse le truc, le crin-crin, ça fait des heures que ça dure, et en plus, vous y mettez à plusieurs. Et ben moi, le machin, une fois que j'en ai fait des copeaux, eh ben, je peux très bien mettre le feu au plus bas. Même au mobilier, ça fait pas peur. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne dans les terres arides de Warhammer Made by Amateur. Alors, pour cet été qui se passe dans les terres arides avec l'avancée déjà impressionnante de Lucie et de ses démons de cornes, et les nains de Baragvar de pierre qui commencent déjà à subir de méchants assauts, l'été va être sanglant, je vous le dis tout de suite. Alors pour savoir, les règles qui concernent l'été, alors c'est une phase de jeu en un seul tour, contrairement à la campagne de l'Estali où l'été était le plus costaud, avec 2 tours complets de jeu, là il n'y a qu'un seul tour. Cependant, la règle spéciale de l'été, c'est que par partie, à chaque partie, hein, les vents de magie sont de 3d6, 3d6 de vents de magie, et vous gardez les 2 qui vous vont le mieux. Voilà, donc très intéressant pour les démons, toutes les magies nécromanciennes extrêmement puissantes, enfin bref, imaginez quoi, hein, c'est assez sympa. De plus, les vents de magie du feu et de la lumière ont un bonus de +1 au lancement, voilà, pour être vraiment offensif. Alors, pour commencer l'été, le nouvel hexagone d'importance, hein, comme vous vous en rappelez, il y en a eu un dans le printemps qui n'a pas été contesté, qui n'a même pas été d'ailleurs colonisé. Eh bien, en voici un deuxième. Hein, les espions ont repéré un deuxième site important pour ça, un site important de vestiges de Nagash. Et ce coup-là, il se trouve un petit peu entre le centre et le nord, en plein milieu de la carte, hein, dans une chaîne de montagnes là aussi, mais avec des hommes bêtes pas très loin et des nains. Voilà, donc là, ça va très certainement se contester, ça va se battre, ça risque même fortement de s'affronter pour le contrôle de cet hexagone. Alors le premier à jouer pour cette première phase de jeu, ça sera donc Pierre qui va commencer. Et on est parti tout de suite pour la deuxième phase de jeu de l'été. Alors, la première phase de jeu pardon, de l'été, pour le tour de l'été, c'est donc Pierre qui entame avec son armée commandée par son lieutenant, son deuxième général, son roi nain sur Pierre de Serment. Alors, avec l'événement qu'il choisit, toujours diplomatie avec les Skaven, voilà, pour éviter que le lieutenant, que le prophète gris de Lilian, là, qui vient vraiment coller son empire, vienne contester quoi que ce soit. Il fait une diplomatie avec les Skaven. Bon, c'est pas bête, hein. Et il protège donc le sud-est de sa position. En mouvement, il fait un 3+1, donc pas super bon. Il se déplace vers l'ouest hein, pour venir aller contester un peu l'avancée du général démoniaque. Voilà, et pour peut-être aussi apporter un peu de soutien à son général, à son grand général qui est un petit peu isolé au sud. Il utilise tous ses points d'avancée hein, pour coloniser le nord-ouest hein, et vraiment verrouiller son empire au nord. Pour ce qui est du suivant, c'est Lilian. Lilian, deuxième plus petit empire. Il choisit l'événement manipulation et vu qu'il il a une diplomatie avec les nains, parfaitement bien joué de la part de Lilian, il fait une manipulation démon de corne contre les nains. Voilà, bon il est pas bête, hein, il utilise toute la fourberie Skaven, il a tout à fait raison. Il prend l'armée de son grand général et il fait un super beau jet, il fait le maximum, il fait 7, 6+1. Et donc il part vers l'ouest en faisant le plus de mouvements possible pour coloniser le plus d'hexagones possible grâce au mouvement de son armée. Il a tout à fait raison. Hein. Et de plus, il utilise tous les PA disponibles pour coloniser le nord de sa position, pour essayer vraiment d'enclaver les nains autour de Baragvar et au sud de Karazakarak qui est tout au nord. Voilà pour le tour des Skaven de Lilian. Thomas et ses rois des tombes. Thomas et ses rois des tombes, il prend l'événement éclaireur et il choisit l'armée de son lieutenant, hein, qui est donc la plus proche bien sûr de la citadelle des Marais. Il doit faire suffisamment quand même plus de 3 pour pouvoir venir dans cette citadelle et il fait un 4, donc parfait. Hein. Son lieutenant arrive à traverser les marais et prend possession et colonise donc la citadelle des marais. Donc énorme avantage stratégique là pour le joueur roi des tombes. Mais je suis pas loin, donc il va falloir un petit peu se... On va se friter, ça va être sûr et certain, il va falloir que je rentre dans le lard.
Cependant, très malin de la part de Thomas, il utilise tous ses PA pour se développer dans les montagnes et prend l'hexagone d'importance au nord de sa position, sous le nez des hommes bêtes. Donc, il vient de prendre deux sites très importants là, l'hexagone d'importance à côté de chez lui et la citadelle dans les marais. Donc là, Thomas devient un adversaire très important pour nous tous. Il va falloir un petit peu qu'on calme ce roi décédé là. C'est mon tour. Mon tour, première phase de l'été. Ben, je prends l'armée de mon lieutenant, moi aussi, de mon second général. Et bon, ben, avec l'événement révolte, je fais une petite révolte avant chez les hommes bêtes pour couper court à l'avancée du lieutenant de Henri. Voilà, je lui coupe un peu l'herbe sous le pied, je lui enlève un hexagone. Et après, d'ailleurs, je fais un 5, moi, pour le mouvement, donc j'attaque la citadelle, évidemment. Hein. J'attaque la citadelle qui a été prise par les rois des tombes sous mon nez. Et avec mes PA restants, je prends un petit peu tout l'ouest de ma position, tout le nord-ouest, hein, pour verrouiller mon empire avec les démons de corne, pour éviter qu'ils viennent me piquer 2-3 montagnes. Et pour aussi un petit peu enclaver le tout petit hexagone homme-bête qui nous a piqué une tour sous notre nez. Donc, eh ben, je vais vous parler un petit peu de cette bataille, de ma première bataille orc et goblin affrontant ces rois des tombes dans cette campagne. Alors, cette partie affrontant nos lieutenants, hein, nos lieutenants respectifs, mon général orque sauvage, on va dire inférieur à celui-là qui est le plus puissant, et le grand prêtre liche de Thomas. Alors, ça a été une bataille à 2000 points. Voilà, on s'est fait une bonne bataille à 2000 points. Alors, j'ai bien sûr centré mon armée, moi, sur mes blocs d'orques, hein, orques sauvages, orques costos, cavalerie lourde avec les supports des chars et de la Ragnarok. Et du côté de Thomas, un gros bloc d'infanterie avec le roi, le hiérophante, il a même pris son porteur de la grande bannière à l'intérieur. Il a mis ses deux amalgames endurance 8, hein, le sphinx et le nécrosphinx, l'arche des âmes damnées bien entendu, quelques chars, quelques petits archers, et bien sûr des enfouis sous les sables, hein, 3 chevaucheurs de nécro-serpents enfouis sous les sables. Et moi j'ai mis un petit peu de cavalerie légère pour essayer de réorienter tout ça. La bataille, comme vous le voyez, on s'est organisé sur une bataille de la tour, voilà, parce qu'il a pris la citadelle sous mes yeux. Donc c'est lui qui obtient la tour du début, hein, rôle de défenseur. Un mort-vivant défenseur en tenir pour la tour, ça va être hyper chiant, mais bon, j'ai de l'extrêmement offensif, hein. Moi j'ai mes orques sauvages, j'ai mes orques costos, j'ai mon Ragnarok, j'ai déjà 3 bonnes choses là pour prendre un bâtiment tenu par des morts-vivants. Donc on va voir un petit peu ce que ça pourra donner à cette fameuse partie. Le déploiement, comme vous le voyez, hein, j'ai mis mes orques sauvages et mon Ragnarok le plus proche possible de la tour. Lilian de son côté, pas Lilian, pardon, Thomas a mis ses archers dans la tour parce qu'il était obligé, hein, il pouvait pas mettre sa grosse horde du début. Et après il a mis la horde en soutien bien entendu derrière, il gardait ses enfouis sous les sables pour après. Alors c'est l'armée de son grand prêtre liche, donc c'est une armée très tournée sur la magie, donc ça c'est déjà très pas drôle du tout, parce que là la magie souffle très fort pendant cet été dans les terres arides, et moi j'ai qu'un petit niveau 2 en face, donc il va falloir être correctement utilisé. Mais j'ai de la chance, mon petit niveau 2 a réussi à avoir le dunaire, et là ça change tout. J'ai le dunaire et j'ai réussi à avoir le crasse-tête, extrêmement utile. En face, Thomas a eu la vulnérable 5+, il a eu le mouvement, le mouvement a autorisé l'amélioration, le sort primaire. Il a eu le sort le plus puissant, le 6, enfin le 6, pas le plus puissant, mais il a eu le vortex magique. Et il a eu les tirs multiples ou attaques supplémentaires. Il n'a pas eu le coup fatal, de toute façon avec mes orques c'était pas très important. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc la partie, comment elle s'est déroulée? La partie elle s'est déroulée sur une offensive très importante de mes orques et surtout de mon Ragnarok. J'ai voulu nettoyer la tour tout de suite. Mon Ragnarok étant rapide et voilà, une douzaine de pas de la tour, j'ai chargé direct et obtenu mon combat du premier tour avec mon Ragnarok sur la tour. Pour le reste, j'ai fait quand même un encerclement assez important, très rapide. Voilà, je lui ai mis la pression tout de suite. Mes tirs et ma magie ont été facilement contrés par le niveau 4 et la bonne résistance et l'incompétence aussi de mes gobelins à tirer contre les rois des tombes. Pour ce qui est du corps à corps, la Ragnarok par contre a roulé sur les 12 pauvres archers qui étaient à l'intérieur sans aucun problème. J'ai utilisé sa règle guide des obstacles pour qu'elle passe par-dessus la tour, vraiment, vu que c'est un monstre, elle ne peut pas prendre la tour. Et
Elle a même pas fait, c'est pas l'instabilité hein, qui a tué les rois des tombes, les archers, c'est que je leur ai roulé dessus. Donc j'ai utilisé tous les mouvements possibles après pour emmener mon Arachnarok de l'autre côté de la tour pour qu'elle bloque justement les rois des tombes pour qu'ils ne puissent pas aller dans la tour. Voilà, j'étais tranquille. Ils pourront me charger, même me faire peut-être une charge irrésistible, mais ils ne pourront pas prendre d'assaut le bâtiment. Je suis tranquille, mon plan a fonctionné. Je vais pouvoir prendre la tour avec mes orques sauvages et là, franchement, mis à part un gros problème, je suis assez tranquille de ce côté-là. Pour le tour de Thomas, ça a été rapide, il m'a chargé avec son sphinx de guerre et sa horde sur mon Arachnarok, bien sûr que oui, il avait tout à fait raison. Pour le reste, il a fait un entonnoir entre son nécrosphinx et ses chars, et il n'a pas bougé son arche des âmes damnées, voilà, parce que je me suis dit, il va blaster mes cavaliers loups hein, pour éviter qu'elle se fasse avoir. Cependant, il n'a pas fait mes loups en cible, j'ai pas compris pourquoi, et il a visé mes gobelins de la nuit archers. Vraiment, j'ai absolument pas compris pourquoi. Peut-être, je pense qu'il avait pensé qu'il y avait des fanatiques dedans et que ça pouvait menacer sa horde à un moment ou un autre dans la partie. Donc il m'en a tué une demi-douzaine, je crois, hein, et moi je me suis bien sûr enfui sous le déluge d'attaque, bien entendu. Mais bon, ça laissait totalement son arche à la merci de mes gobelins montés sur loup. Le corps à corps de l'Arachnarok qui affronte le Sphinx de guerre et tous les morts vivants. Juste avant, à la magie, il avait réussi à passer, bien sûr, la rage des âmes damnées, comme je vous l'ai dit, mais aussi le plus une attaque sur sa horde. Monstrueux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, vu qu'il chargeait, ben moi, je me suis dit, je vais laisser tous ces rois et tout ça frapper. De toute façon, mon Arachnarok frappe avant tout le monde. Je me suis tâté à viser que le roi. Enfin, c'est pas le roi, c'était un prince, pardon. C'était un prince des tombes avec son. Je pouvais pas viser son hiérophant parce qu'il n'était pas cliqué au corps à corps. Donc, bah, j'ai plutôt taper le sphinx de guerre, tout simplement. J'ai tapé le sphinx de guerre de tout ce que j'ai pu avec toutes mes attaques et je lui ai pété la tronche. Je lui ai pété la tronche, je lui ai passé 4 empoisonnés et je lui ai passé l'attaque massive qui enlève un des 3 PV et j'ai tombé son sphinx de guerre en un round de corps à corps. Derrière, par contre, c'est Gardiens des Tombes qui ont frappé en même temps que ma bestiole. Et après toutes les attaques d'infanterie de son prince, qui a une arme lourde, hein, je précise, de son porteur de la grande bannière, etc. Il m'a pété la tronche. J'ai même pas pu faire de piétinement sur son infanterie pour vous dire. Il m'a explosé mes 8 PV avec de l'infanterie et des héros. Ça a été un vol. C'était un vol des deux côtés. Moi, je lui ai enlevé son sphinx de guerre en un round, et lui, il me tue mon Arachnarok en un round. C'est quoi cette arnaque, sérieusement? J'étais hyper déçu. Bon, après, bon, déçu, bon, pas hyper déçu, mais déçu juste à moitié, parce que voilà, elle a réussi à bloquer cette infanterie, et surtout à tuer un sphinx de guerre en un seul round. Donc elle s'est pas rentabilisée, mais elle a fait ce que j'attendais d'elle. Quoique si, elle a tué les archers, donc elle s'est rentabilisée. Voilà donc pour le premier tour de la partie. Imaginez, premier tour. Donc deuxième tour, bien sûr, j'ai une animosité qui bloque mes chevaliers lourds, mais bon, mes chevaliers sauvages, mais bon, cavaliers sauvages, pardon. Donc pas très important. En ralliement, je loupe mes gobelins la nuit, ils sortent de la table, bien entendu. En charge, je charge avec mes gobelins sur loup l'arche des âmes damnées, parce qu'il s'est fait avoir, je pense qu'il n'a pas dû penser... je sais pas pourquoi il a fait ça, j'étais un peu déçu pour lui. Et après, j'ai envoyé ma horde d'orques sauvages dans la tour, et là... c'est une partie à tenir de la tour, j'attends le tour final. S'il arrive à m'avoir, là, je serais déçu. Franchement, je serais déçu. Pour ce qui est de ma magie, j'ai encore une fois tout été contré. Mes tirs, j'en avais déjà plus, donc j'ai passé directement au corps à corps. Mes gobelins sur loup ont pété la tronche de l'arche des âmes damnées, hein, ça a vraiment pas de souci. Par contre, elle a explosé force 6 et elle m'a enlevé 6 mecs. Voilà, donc moi je me suis enfui, hein, bien entendu, sous le déluge d'attaque. Et donc je me suis mis devant, enfin pas devant, mais en vue d'une charge de la horde pour me faire encore plus fuir. Bon, bah, il a raison, hein, c'est ce qu'il faudra faire. Mais bon, j'ai reformé derrière mon flanc droit pour que je puisse au moins l'attendre avec tout ce qu'il me faut de coriace et d'intéressant. Donc au tour suivant, eh bien, Thomas a chargé avec ses chars, il a chargé avec sa horde, il a chargé avec son nécrosphinx. Ses chevaliers de nécropole sont arrivés, bien entendu. Hein. Alors juste avant, avec sa horde, il a chargé mes gobelins sur loup pour les faire encore plus fuir, et après a redirigé sa charge, bien sûr, sur la tour. Sa magie a été juste ce qu'il fallait pour mettre les attaques en plus, c'est tout, parce qu'il n'y avait pas... Même avec 3D, on avait fait un tout petit jet de magie. Donc, bon, bah, moi ça m'arrangeait, hein. Il a réussi quand même à passer son sort. Donc, les corps à corps. Les corps à corps, bon, les chars contre les costos,
Malheureusement, il m'enlève presque une dizaine d'orques costos. Mais moi derrière, malheureusement pour lui, je lui pète tous ses chars. Parce qu'il me charge alors que j'ai des lances. J'ai force 5 en première ronde, malheureusement. Tout est passé correctement, quoi. Je lui ai explosé ses chars sans vraiment de problème de mon côté. J'ai donc pu reformer ma horde, mes costos. Ensuite, le Nécrosphinx qui charge mes orques normaux, qui sont une vingtaine. Il m'en tue 10 à peu près, 10 ou 11. Et j'arrive à tenir à la rentabilité parce que j'ai encore un rang et pas lui. Donc heureusement, je lui fais rien, bien entendu. Et c'est parfait parce que comme ça place son Nécrosphinx de façon à ce que je le prenne de flanc avec une charge de cavalerie lourde. Ça m'intéresse, même si ces chevaliers de nécropole sont derrière moi, ça me va. Et la bataille de la tour, voilà, hein, c'est sûr. On frappe en même temps, donc c'est cordial. On s'est fait un défi, bien entendu, entre nos deux rois, hein, enfin, entre mon roi et son prince des tombes. Mes orques sauvages ont massacré les 2 tiers du régiment d'infanterie. Vraiment monstrueux. Lui, il m'en tue qu'une douzaine, même pas une dizaine, il m'en tue une dizaine, pas plus. Et son prince se fait éclater la tronche par mon général orque sauvage. Donc il est repoussé, bien sûr. Hein. Il est repoussé, il ne lui reste plus qu'une douzaine de squelettes à la fin du corps à corps. Il lui reste plus que son général et le porteur de la grande bannière. Donc voilà, il est pas du tout en bonne posture parce que là c'est à mon tour. Il faut que l'animosité soit de son côté. Donc pour le tour suivant, malheureusement, l'animosité n'est pas de son côté. Je charge de flanc avec ma cavalerie lourde, le Nécrosphinx, et je charge de flanc la horde avec mes costos. Et là, bon ben, malheureusement, c'est la fin, c'est vraiment la fin, parce que voilà, il ne peut plus rien faire. À la magie, j'arrive en plus à lancer un dunaire, donc là c'est foutu. Mes costos roulent sur sa horde qui fait mort, donc la mort de son hiérophante. À la mort du hiérophante, il perd un PV sur le Nécrosphinx, et c'est suffisant après pour que j'arrive à lui enlever 3 autres PV avec une attaque magistrale de mes orques sauvages montés, et à l'instabilité il perd les PV suivants. Et j'en profite pour reformer mes derniers orques et mon char, et avec une petite charge finale pour le bonheur, hein, pour le bonheur du mouvement, les charges de nécro-serpent sur ma douzaine d'orques survivants là, il me roule dessus, il me passe à travers, il passe même derrière ma ligne et se protège un petit peu pendant encore 1 ou 2 tours, mais malheureusement il n'y a plus aucune chance pour que Thomas réussisse à gagner. Hein. J'ai réussi à bien le maîtriser, à avoir de la chance juste quand il fallait. Et c'est un peu moche pour lui quand même, mais bon, j'avais mis mon point fort tout de suite dans la tour pour la protéger. Et c'est ainsi donc à la fin de cette première bataille de l'été que mes orques, commandés par mon second général, contestent et prennent la citadelle conquise dans les marais par les rois des tombes au lieutenant de Thomas. Donc très belle victoire, je suis très content de mes orques sauvages. Donc voilà, après cette victoire de mes orques sauvages, qui donc grâce à leur règle raciale gagnent 100 points pour leur prochaine bataille, gratuit, j'étais content. J'étais content. Donc après c'est le tour de Henri avec ses hommes bêtes qui prend l'événement piège et utilise l'armée de son grand général. Son grand général a déjà mis une petite déculottée au Skaven. Donc il va les contourner comme il nous l'expliquait avec un très beau mouvement d'ailleurs de 6, 5 plus 1. Et grâce à ce grand mouvement, il arrive à prendre l'hexagone d'importance au nord de sa position sous le nez des nains. Donc vachement bien joué hein, de la part de Henri. Après il va falloir le garder, ça c'est pas encore dit parce que le roi nain est vraiment pas très loin. Mais bon, nain homme bête, ça serait toujours des bonnes parties, nous on demande que ça. Après, pour le reste, ces PA sont utilisés hein, pour développer l'ouest de son empire et vraiment agglutiner les démons de cornes et les orques et gobelins l'un contre l'autre. Il y a 3 armées à moins de 4 hexagones de distance de chacune. Ça va être sanglant, on s'en doute bien. Pour terminer, Lucie, elle prend l'événement face à face. On n'était pas vraiment surpris. Et elle utilise l'armée de son grand général, donc de son prince démon. Et malheureusement, elle fait qu'un 1 plus 1 au déplacement. Dommage pour elle, donc elle peut pas aller très loin. Elle a pas envie de se frotter à un roi nain en face à face, donc
Elle est pas bête, elle utilise un petit mouvement de déplacement pour coloniser un hexagone grâce au mouvement de son armée, et elle attaque encore une fois une garnison naine avec un prince démon. Voilà. En plus, elle a l'événement face à face, donc comme vous pouvez vous en douter, elle attaque. Elle attaque et elle fait un défi donc non refusable avec son prince démon contre un forgerune, un petit héros. Et bon, bah, sans aucune surprise, bien entendu, elle le roule dessus avec le nombre d'attaques et la puissance qu'elle a. Elle lui pète la gueule et elle gagne, bien entendu, cet hexagone en tuant ce forgerune. Donc là, vraiment, Pierre et Lucie sont vraiment ennemis. Contrairement justement à la campagne de l'Estalie où ils étaient alliés, là vraiment c'est la décadence, ils se haïssent. Lucie utilise d'ailleurs tous ses PA restants pour coloniser tout l'est de sa position et vraiment commencer à former un grand croissant rouge sur le territoire des terres arides. Donc voilà pour la première phase de jeu. La première phase de jeu est déjà quand même vachement intéressante. On a fait voilà, un défi et une bataille, on est assez content. Donc on continue. L'ordre des empires, il y a toujours Pierre avec ses nains et 44 hexagones en dernière place. Ensuite vient Thomas et ses rois des tombes avec 46, parce que je vais en y piquer un. Mes orques et gobelins sont là à 48. Ensuite vient les Skaven à 49 hexagones. Henri et ses hommes bêtes en deuxième position avec 51 hexagones. Et Lucie est toujours devant, mais avec seulement 52 hexagones. Et oui, Henri a fait un super beau jet à 7 tout à l'heure qui l'a vraiment aidé à rattraper la première place. En tout cas, à être deuxième d'un seul hexagone. Donc ça va être vachement intéressant pour la deuxième phase de jeu. Deuxième phase de jeu du tour de l'été. On recommence avec les armées que nous n'avons pas jouées. Et c'est parti. Pierre prend donc l'armée de son grand général et l'événement face à face. Voilà, il coupe court au démon, il le prend tout de suite. Et bon, bah, comme vous le comprenez, les nains n'ont pas de malus de déplacement dans les montagnes. Il fait un 5 de déplacement, donc il utilise le plus de mouvements possible pour coloniser les hexagones qui l'entourent. Et il attaque l'hexagone d'importance qui a été pris par le général de Henri, le général Humbet. Donc vous vous en doutez bien, voilà, c'est un face-à-face. Donc encore une fois, la règle duel non refusable est déclenchée. Et c'est un face-à-face entre le roi nain le plus puissant de Pierre qui affronte le grand héros combattant de Henri. Alors, le duel a été magique. Vraiment, il a été superbe, tel le veulent les légendes. Et c'est donc l'homme bête qui a attaqué en premier, enfin qui a chargé et donc déclenché les hostilités parce qu'il était un peu moins flashy que le roi nain. Malheureusement, le roi nain avait absolument tout ce qu'il fallait pour affronter un monstre à endurance 5. Un monstre de corps à corps, une résistance à passer toute épreuve, un combat qui a duré 4 rounds de corps à corps quand même, hein. 4 rounds de corps à corps, chaque adversaire en fait s'enlevant un PV à chaque round. Le roi nain enlevant un PV à l'homme bête qui avait une bonne résistance, ensuite l'homme bête qui enlève un PV au roi nain au round suivant, etc., etc. Et finalement ils se sont battus courageusement l'un l'autre, grâce à la fureur primitive. Le général Humbet avait une bonne offensive, mais contre la résistance et la puissance des runes du roi nain, malheureusement ça n'a pas suffi. Et du haut de son bouclier porté, le roi nain a décapité le général Humbet de Henri et a donc renvoyé les bêtes dans leur trou. Avant, bien entendu, il a développé son empire qui commençait à être complètement coupé en deux par les démons de corne, a refait un lien entre son empire du nord et l'avancée de son grand roi, et a colonisé un petit peu le nord-est de sa position. Et avec cette superbe victoire en défi face à face, le général des hommes bêtes a été battu à plat de couture, malheureusement pour Henri. Pas à plat de couture, mais d'une façon assez déconcertante quand même, grâce à une résistance impressionnante du roi nain de Pierre. Donc très belle victoire. Et il obtient en plus grâce à ça un hexagone d'importance. Ensuite vient le tour de Thomas. Thomas, il prend l'événement manipulation, donc bien joué, et il choisit la manipulation orc et gobelin contre Humbet. Ah tiens, bon, bah pas trop mal, donc je serai obligé d'attaquer les Humbet. Bref, Thomas prend l'événement manipulation orc et gobelin Humbet et prend après l'armée de son grand général, bien entendu. Il fait un mouvement de 6, 5 plus 1.
Donc lui attaque une colonie Humbet, voilà, il attaque la tour hein, qui a été prise par les Humbet au sud de leur empire avec son grand général, en colonisant bien sûr tout le chemin qui y mène. Ces PA sont utilisés pour verrouiller en fait l'avancée précédente de la phase 1 et après l'avancée de son général. Donc très bien géré de la part de Thomas, là, hein, vraiment il prend tout le sud-est et vraiment le conteste. Personne ne peut venir le contester pour l'instant, nos armées sont vraiment trop loin. Donc il attaque cette fameuse tour tenue par les Humbet, la garnison Humbet de Henri. Donc je vais vous parler un petit peu de cette partie. Donc une partie à 1500 points, voilà une petite partie on va dire, hein, mais qui avait quand même de très belles armées sur la table, beaucoup de bases du côté des Humbet avec 2 régiments de 30 gores, quelques petits tirailleurs Ungor, des Centigores, des Minotaures, le Sigor et le char Razorgore, donc assez intéressant. Et du côté de Thomas, presque la même liste qu'il avait sorti contre mes archigobelins, hein, mais là commandé par le grand général, le roi des tombes, donc pas la même bestiole, et un petit prêtre niveau 2, les amalgames, l'argésame d'année, les chars, la horde d'infanterie, enfin tout ce qu'il fallait pour être violent. Une partie à 1500 points et une bâche, hein, simple, on a voulu rester dans la simplicité Humbet et la brutalité des rois des tombes, ou bien l'inverse, je ne sais plus. Donc une partie qui a été quand même disputée. Des Centigores du côté des Gores, des Humbet qui ont été malheureusement, comme vous le voyez, très rapidement bousillés par l'arche des âmes damnées. Et ils ont eu raison parce que Henri nous avait expliqué qu'il avait mis les armes lourdes à ses Centigores, donc ça aurait pu faire très mal, même à un roi des tombes. Après, des mouvements d'entonnoir quand même assez intéressants, une reformation qui a été tentée par des tirailleurs Ungor pour les chars, mais l'entonnoir était vraiment trop beau pour pas tomber dedans. Un sphinx de guerre et une horde enfin une grosse bande d'infanterie qui tombe sur une bande d'infanterie avec un porteur de la grande bannière, un nécrosphinx magnifique qui charge un Sigor, voilà, on a voulu le voir et on l'a vu. Des corps à corps avec aussi des chars qui chargent de l'infanterie, enfin bon, tout ce qu'il faut pour faire une bonne partie de Warhammer. En simple, le corps à corps. Le corps à corps a été monstrueux dès le tour 2. Hein. La horde avec leurs sphinx de guerre en soutien contre une trentaine de gores avec un porteur de la grande bannière, sans utiliser le souffle, une fuite des gores qui ont été rattrapés par des morts vivants. Ridicule. Alors qu'ils ont tué à peine une demi, ouais, 3 ou 4 rois des tombes, vraiment pourris, des jets pourris. Malheureusement pour Henri, hein, son sphinx qui se reforme juste devant les Minotaures pour pouvoir les prendre bien de front. Le face-à-face Nécrosphinx contre Sigor. Un Sigor qui frappe de tout ce qu'il peut, mais malheureusement avec des bonnes relances qui n'arrivent pas à blesser un Nécrosphinx increvable. Et un Nécrosphinx tellement énervé qu'il nous fait un coup fatal héroïque, juste parfait. Et qui même d'ailleurs utilise une charge irrésistible parce que tout simplement il déclenche une panique du côté du char Razorgore. Ah, tout ce qu'il faut pour être beau. Et des chars qui chargent un gros bloc d'infanterie mais qui n'arrivent pas à faire assez de dégâts malheureusement et qui sont assez vite contrés quand même. La réaction des Humbet derrière avec une charge de Minotaure sur un sphinx de guerre, de Minotaure arme lourde, ça aurait pu être beau, mais le sphinx de guerre avait encore son souffle. Oh purée, c'était moche. Il nous fait un beau 10 sur le souffle et massacre après les Minotaures sans vraiment de soucis, en perdant 2 PV quand même de son côté. Et derrière, bon bah un char Razorgore qui charge un Nécrosphinx, mais qui malheureusement n'arrive à rien. Et pour finir la partie, comme vous le voyez, plus qu'une quinzaine de gores contre une horde d'infanterie complète grâce à la magie qui revient à la vie, hein, et des amalgames presque full. Vous imaginez bien le massacre que Thomas a fait des troupes d'infanterie de Henri. Son petit général de garnison, son petit chaman niveau 2 n'a pas tenu et s'est fait éclater la tronche. Et ça a terminé par une annihilation terrible à la bataille de cette tour de défense. Et une victoire sans conteste, hein, de Thomas, qui prend cet hexagone de moyenne importance, mais d'importance quand même, à l'empire de Henri. Bien joué de la part de Thomas, une maîtrise parfaite des morts vivants. Ça se voit, hein, ça se voit. Et quand même une partie qui a été plaisante parce que ça a bien déconné avec un beau coup fatal héroïque d'un Nécrosphinx quand même très énervé. On a bien rigolé. Donc grâce à la victoire qui confine un peu l'empire de Henri, ça a été à mon tour, après cette belle victoire.
Je prends l'événement diplomatie avec les rois des tombes parce que voilà, j'avais envie de faire ça. J'essayais un petit peu de calmer le jeu, voilà. Ça servait strictement à rien parce que le tour des rois des tombes était déjà fait, hein. Mais voilà, c'était pour faire comprendre à Thomas que voilà, j'avais pas plus trop envie voilà, d'aller l'attaquer. On allait peut-être pouvoir s'entendre. S'il me laissait la citadelle, j'allais peut-être plus venir l'attaquer. On allait voir un petit peu ce que ça donnait. Après, c'est un mort-vivant, il peut peut-être pas très bien me comprendre, hein. Je suis un orc sauvage. Je sais, un orc sauvage qui fait de la diplomatie. Mais bon, voilà. C'était pour surtout le couper aux autres, en fait. Cependant, j'ai été manipulé justement par les rois des tombes et je dois attaquer les hommes bêtes. Sauf que de toute façon, c'est ce que j'aurais fait de base. Parce que j'ai l'armée de mon grand général. J'ai l'armée de mon grand général qui est au nord de mon empire face à cette tour tenue par les hommes bêtes. Et ben j'y vais. Même si je fais un 6 en mouvement, je décide de ne pas développer en faisant de grands mouvements pour essayer d'avoir un hexagone de plus. Je fais, allez, on s'en fout. Là, je fais vraiment orque sauvage et je charge avec mon grand général sur cet hexagone tenu par le lieutenant de Henri. Mes PA sont utilisés pour coloniser le sud de mon empire et commencer à le verrouiller avec le marais. La bataille qui s'est suivie, ça a été une bataille orque sauvage contre homme bête à seulement 1500 points, sauf qu'avec ma règle raciale de cette campagne, j'avais plus 100 points. Alors déjà contre des hommes bêtes c'est un peu moche, à 1500 points, plus contre l'armée du lieutenant c'est encore plus dégueulasse, mais bon voilà, c'est la règle, plus les orques gagnent de bataille, plus ils ont d'orques qui les rejoignent, c'est assez logique, malheureusement pour mon adversaire. Donc c'était une bataille à 1600 points contre 1500 points, et 100 points chez les orques et gobelins, bah, ça fait grossir mes rangs assez vite. En tout cas, ça me fait pas beaucoup de force supérieure, mais quand même ça rend mon armée supérieure en nombre, et plus mobile grâce à de la cavalerie légère. Donc mon armée, je ne l'ai pas beaucoup changé, hein. J'ai gardé ma horde, j'ai gardé ma cavalerie lourde, mon Arachnarok et mon char. J'ai rajouté des gobelins et grâce à mes 100 points, j'ai pu avoir mes gobelins sur loup. Donc là, c'est sûr que ça fout les boules. Désolé pour mon petit Henri, mais bon, c'est la règle du jeu, hein. Donc ça a été moi qui ai eu le premier tour en plus, malgré ma petite magie où j'ai pris qu'un niveau 1 et j'ai pas eu un sort totalement intéressant. Et de son côté, Henri n'a pris qu'un également un niveau 1 pour avoir juste le puissant force et l'endurance. La magie n'a pas vraiment compté pour cette partie-là, même si la magie de l'été était très intéressante de notre côté. Bref, la partie, j'ai très vite déployé un entonnoir. On a reparfait une partie de la tour pour une tour de défense. On a simplement décidé de faire une bâche, encore une fois. Un entonnoir qui a un petit peu obligé Henri à utiliser ses tirailleurs dès le tour 2 pour me reformer un petit peu, hein. Il les a bien utilisés quand même, hein. Il les a mis devant ma cavalerie ou mon char, il a mis ses minotaures en embuscade derrière, il a retourné ses mecs pour tirer sur mes gobelins, mais dès mon tour 3, j'ai réussi à les charger, soit avec ma cavalerie lourde, ses tirailleurs, soit avec ma cavalerie légère aussi, ses tirailleurs. Bon voilà, hein, je suis un peu tombé dans son piège, mais c'était ce qu'il voulait, donc moi ça m'est très bien allé. En retour, il m'a chargé, donc, bah, parce que bien sûr j'ai massacré ses troupes. En retour, il m'a chargé avec ses minotaures de front sur ma cavalerie lourde, qui avait perdu 2 des leurs parce que j'avais traversé un bois et que j'avais perdu 2 de mes cavaliers en terrain dangereux. Très bien joué. Il charge également avec son char à Razorgore sur mon char orc. Bon ben, hein, faut pas se faire de dessin, c'est bien plus costaud que moi. Donc bon, voilà, je perds mon char, mais bon, je m'y attendais. Et derrière, il retourne son Sigor pour balancer de la caillasse, pour menacer mes cavaleries légères. Ce qui laisse malheureusement son sac à poing de gore isolé face à ma horde d'orques sauvages et à mon Arachnarok. Donc, au tour d'après, ben, j'ai chargé. Ces minotaures sont morts face à mes cavaliers, parce que je frappe beaucoup quand même, hein. Ils sont enfuis et je les ai rattrapés. Par contre, j'ai perdu mon char de l'autre côté, donc voilà, on a une percée des deux côtés. Mais ça a été au tour où j'ai pu charger avec ma horde d'orques sauvages et mon Arachnarok sur Ségor. Et là, bah, il a eu aucune chance. Surtout qu'il avait très mal placé son Sigor Henri derrière son corps à corps, pensant qu'ils allaient être tenaces, mais ce n'a pas été le cas, dommage pour lui. Ce qui fait qu'en fait, une fois que j'ai anéanti Ségor au corps à corps, que je les ai fait enfuir et rattraper avec mon Arachnarok et mes orques sauvages, j'ai fait une poursuite et une charge irrésistible sur le flanc, dans le dos, sur le flanc de son Sigor avec mon Arachnarok,
tout ce qu'il fallait pas pour lui malheureusement. Le nombre d'attaques empoisonnées à la fin du tour 4 ont eu raison du Sigor, malgré la perte des 3 PV sur mon Arachnarok, parce qu'il s'est bien défendu quand même. C'est saligo. Et malheureusement, avec plus qu'un char Razorgore contre toute mon armée orque presque, on a très vite arrêté la partie parce que voilà, il fallait y mettre un terme. Henri s'est fait péter la tronche, c'était dommage, mais on a vraiment pris plaisir à voir des orques sauvages tomber dans un piège tendu par des minotaures et arriver quand même à survivre. C'était très sympa. Donc voilà, j'ai réussi à attaquer et à percer une nouvelle fois l'empire de Henri. Henri perd ses tours, là il vient d'en perdre 2 en moins de 4 tours. Donc très dur pour lui, mais bon pour nous. Donc je récupère un hexagone de plus et une tour de défense grâce à cette victoire. Je suis assez content. Donc mes orques et gobelins maintenant, grâce à 2 victoires, ont 200 points de plus à leur liste. Mes armées devenaient vraiment dégueulasses à ce moment-là de la partie. Ça commençait vraiment à inquiéter tout le monde, y compris les rois des tombes, y compris même les démons de cornes. Lucie commence à me regarder d'un mauvais œil. Mais bon, c'est pas grave. On passe pour l'instant au tour des Skaven de Lilian. Lilian utilise l'événement révolte et il utilise une révolte chez les démons de cornes. Il nous a surpris. Il commence à s'attaquer un peu à Lucie et il enlève un hexagone à Lucie. Bien joué. De toute façon, c'est des Skaven. Ils sont là pour foutre la merde et c'est tout. Il a pris l'armée de son lieutenant et a utilisé les 5 de mouvement pour augmenter la taille de son empire. Il n'a pas voulu attaquer les nains, voilà, bon, il a temporisé. Après, avec les PA qui lui restaient, il a colonisé et rempli les trous de son empire correctement pour vraiment faire une masse verdâtre dégueulasse au nord-est des terres arides. Le tour d'Henri, il prend l'événement piège et prend l'armée de son lieutenant et décide un peu de rattraper la débandade des pertes d'hexagones qu'il a eues. Et avec un super mouvement de 6, encore une fois, hein, il utilise beaucoup de PA, de déplacement et vient se coller à l'Empire Roi des Tombes. Il commence à percer un petit peu dans l'entonnoir créé par les Rois des Tombes, soit pour tendre un piège, je sais pas, à Thomas, ou alors venir menacer cet hexagone d'importance pour l'automne. On s'en est tous un petit peu douté, mais c'était sympa, on a bien aimé la manœuvre. Après, avec ses PA restants, justement, il a colonisé l'est de son empire, pour venir le contester un peu au Roi des Tombes. Donc, on a compris que l'automne allait tourner vraiment sur cet hexagone d'importance. Pour terminer, le tour de Lucie, le dernier tour de Lucie de l'été, elle prend l'événement éclaireur et elle prend l'armée de son lieutenant, l'armée qu'elle n'a pas jouée au sud de son empire. Et elle fait en mouvement 3, 2 plus 1. Elle est en plein milieu des empires des hommes bêtes, des orques et gobelins et de son empire à elle-même. Donc, courageusement et suivant le crâne voulu de Corne, elle attaque. Elle attaque la tour que je viens tout juste d'avoir avec l'armée de son lieutenant, de son héros de Corne sur trône. Elle attaque mon armée à plus de 100 de mon général. Elle a du culot la ch'tite, hein, franchement. Donc on a refait une partie à 200 points, à 1500 points, pardon, mais moi j'étais à 1700 et elle à 1500 points. Une bonne partie d'annoncée pour terminer l'été. Donc je vais vous l'expliquer un petit peu pour voir si ça a été sanglant et je peux vous assurer que ça l'a été. Alors, à cette partie, Lucie a vraiment misé sur l'infanterie. Elle avait pris les 2 blocs de sanguinaires, son héros de corne en plein centre, hein, bien entendu, les 2 canons à crâne et il a pris 3 petits écarisseurs pour combler un petit peu, on va dire, les points. Et de l'autre côté, moi j'ai conservé quasiment la même liste que j'avais contre les hommes bêtes, mais j'ai mis les costos en orques sauvages dans ma horde. Et là, ils venaient vraiment dégueulasses, les mecs. Hein. Donc, ça a été au premier tour d'abord pour Lucie, donc elle a très très vite essayé de former un entonnoir, elle aussi. En fait, elle a utilisé ma tactique que j'ai utilisée contre Henri, mais elle n'avait pas pensé à la supériorité numérique de mes troupes. Donc très rapidement, j'ai contourné sa ligne, hein. J'ai très vite menacé ses flancs, menacé ses canons. En plus, malheureusement, au tour d'avant, j'ai oublié de le dire, pardon, mais elle en a fait exploser un des siens. Voilà, elle voulait elle voulait tirer à la mitraille sur mes gobelins sur loup. Tout à fait raison, hein, mais elle a fait un incident et elle a explosé son canon, donc vraiment dommage. Donc elle a fait son entonnoir et moi j'ai contourné tout son flanc gauche avec mes unités rapides, mes cavaleries légères, mes cavaleries lourdes et mon Arachnarok. Et après j'ai mis toutes mes troupes en face pour faire un énorme marteau et enclume. Au tour suivant, elle a reformé un petit peu sa ligne pour faire un face à face et non pas se faire prendre de flanc.
Très belle manœuvre de rattrapage en tout cas. Elle a tenté une charge de ses écarisseurs sur mes orques qui n'étaient que 20 et a loupé sa charge. Donc dès le tour 2, ça a annoncé très très mal pour Lucie. Elle a fait un beau tir à la mitraille dans mes gobelins sur loup et a réussi à m'en arracher la moitié, mais ils ont tenu avec un commandement de 6 à la panique, magnifique. Donc à mon tour 2, l'animosité étant totalement de mon côté, sauf du côté de mes archers gobelins qui ont foiré leur animosité, mais bon c'est pas grave, je comptais pas les utiliser. J'ai fait la charge totale de ma ligne en confrontation sur les démons de corne. Tout le monde a chargé, même les gobelins surgeons ont chargé un canon à crâne. Hein. Ils ont eu du culot, les mecs. Bon, elle a du culot, moi aussi. Hein. Donc, dès le tour 2, j'ai attaqué de front les unités de corne, et malheureusement pour elle, j'ai entièrement chargé. Elle n'a pu faire aucune charge. Mes orques, ma vingtaine d'orques contre 3 écarisseurs, ma horde d'orques sauvages costauds contre 30 sanguinaires, mon arachnarok contre un héros de corne sur trône, et ma cavalerie lourde contre une vingtaine de sanguinaires, et des gobelins montés sur loup contre un canon à crâne. Eh ben, pour vous faire court, parce que pour vous détailler quand même, euh, les écarisseurs ont complètement foiré leur jet, mais vraiment ça a été une honte absolue. Faut dire aussi, j'ai oublié, j'avais mis un char. J'en ai enlevé un ennemi grâce au char. Derrière, il a foiré ses jets, et à l'instabilité, avec les quelques petits PV que j'ai pu lui enlever grâce à ma force 4, il a explosé ses écarisseurs. C'est grâce à l'instabilité qu'il est mort, donc je n'ai pas pu faire de charge irrésistible. Ensuite, mes orques sauvages avec leur général dedans contre les sanguinaires, la trentaine de sanguinaires, là c'est l'instabilité qui les a fait exploser. Il m'a tué 9 orques sauvages et moi derrière je lui ai explosé 18 sanguinaires et l'instabilité derrière il a explosé sans vraiment de surprise. L'Arachnarok contre le héros sur trône de sang, il avait aucune chance. Vraiment, franchement, ça a été dégueulasse. Il m'a enlevé un PV sur la Ragnarok. Et derrière, mes gobelins ont enlevé 2 PV sur ce héros. Et la Ragnarok a fait le reste sans vraiment de surprise. Donc là, ça n'a pas été l'instabilité qui l'a tué. Ce qui fait que j'ai pu faire une charge irrésistible et coller un coin des 20 écarisseurs qui étaient au contact de mes cavaliers orques sauvages, ce qui fait qu'après j'ai fait le corps à corps de mon Arachnarok et des cavaliers orques sauvages contre la vingtaine de sanguinaires, et je les ai explosés là aussi en instabilité en perdant 2 cavaliers orques sauvages et 1 PV sur mon Arachnarok. Seule petite victoire morale pour Lucie à la fin de son tour 2, elle a réussi à exploser mes cavaliers loups sans avoir de dommages. Mais voilà la table. Juste avant qu'elle tue mon dernier gobelin. À la fin du tour 2, rendez-vous compte, à la fin du tour 2, elle avait plus qu'une seule unité, et moi j'en avais encore 5 sur la table. Donc vous avez très bien compris qu'il n'y avait aucune chance pour Lucie de venir me contester quoi que ce soit. Elle a abandonné, hein. Elle a même abandonné. Elle a pas abandonné vraiment. J'ai envoyé après mon Arachnarok sur le canon, voilà, mais pour moi elle a abandonné. Donc je lui ai explosé la tronche, je l'ai renvoyée d'où elle venait d'une puissance incommensurable, alors là j'étais fier de moi. Donc elle a reculé directement, même après avoir utilisé ses PA hein, et avoir verrouillé son empire avec celui des nains, elle a été renvoyée au nord, et d'ailleurs a été renvoyée dans la tour de défense au centre de son empire. Donc très très belle défense de mon général orque sauvage. Il a très bien utilisé ses règles raciales. Par contre, pour être sport, normalement sur les règles, c'est cumulable jusqu'à la fin de l'année. Mais là, voilà, ça allait devenir vraiment trop puissant pour mes orques et gobelins. Donc mon bonus de plus de 100 s'arrête à la fin de l'été, parce que sinon mon armée, là, elle devenait presque imbattable. Donc, très belle victoire finale, très belle défense de territoire de mon général orque sauvage contre le lieutenant démoniaque de Lucie. Donc c'est la fin de l'été. C'est la fin de l'été, l'été a été chaud, l'été a été sanglant. Il y a eu de la mort, il y a eu de la tête coupée, il y a eu de la traîtrise, il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'attaque loupée. Ça te calmera ma gamine. Enfin bref. Les scores de la fin de l'été, les hexagones, la taille des empires, etc. Pierre et Sénin sont toujours en dernière place avec 58 hexagones, mais il tient 3 tours de défense, un site important et sa citadelle. Donc Barakvar est peut-être à la dernière place, mais c'est vraiment un des scores infimes. 58 hexagones pour les nains, dernière place, 3 tours de défense, un site important et une citadelle.
C'est pas parce qu'il est dernier qu'il a aucune chance de gagner, je vous assure. Celui-là qui est juste après, ben c'est moi, avec seulement 59 hexagones, donc un seul de plus que lui, hein, c'est tout. J'ai 59 hexagones, j'ai également 3 tours de défense, grâce à ma belle défense de fin d'été, et j'ai 2 citadelles, parce que j'ai celle dans les marais et la mienne de départ. Donc moi aussi, il ne faut pas me prendre à la légère, même si je suis vers la fin. Les Scaven de Lilian me suivent avec 61 hexagones, seulement 2 de plus que moi, et lui n'a plus seulement qu'une seule citadelle. Et oui, ça va être dur pour lui. Ensuite, il y a Lucie avec ses démons de corne qui a perdu la première place avec 61 hexagones, une tour de défense et une citadelle. Ensuite vient Henri qui a conservé sa deuxième place avec 61 hexagones aussi, mais lui a une tour de défense et une citadelle. Bon, on a donné la deuxième place à Henri parce qu'on a voulu, parce qu'il n'avait pas essayé d'attaquer un ennemi trop puissant. Bref, non, je déconne, hein, mais ça a été fait voilà, au dé, au plus grand résultat. C'est lui la deuxième place. Et le premier, c'est Thomas, grâce à ses bonnes manœuvres, à sa bonne tactique. Il a 62 hexagones, donc techniquement, entre le dernier et le premier, il n'y a que 4 hexagones de différence. Sauf que là aussi, le roi des tombes, il a 2 tours de défense, un site important et une citadelle. Donc voilà, la fin de l'été annonce déjà que l'automne va être les derniers développements des empires et que l'hiver va être extrêmement sanglant parce que comme vous le voyez, il n'y a déjà plus beaucoup d'hexagones libres, les armées sont collées les unes aux autres, les animosités se développent vraiment, mais vraiment beaucoup. Alors l'animosité de jeu, hein, vous inquiétez pas, sinon on a vraiment une ambiance de malade. Donc voilà, l'été est toujours mené par les rois des tombes ce coup-là, le sud se réveille. Les nains de Barakvar subissent, mais tiennent bon. Espérons pour eux. Mes orques et gobelins sont puissants et je rigole. Les Skaven restent vraiment en retrait. Voilà, ils ont été un peu calmés pendant le printemps. Donc on s'en méfie tous, mais vraiment tous, parce qu'il y a de la manipulation méchante. Les hommes bêtes et les démons font ce qu'ils peuvent, hein. Ils gagnent, ils perdent, c'est le jeu, qu'est-ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que l'été vous aura plu. On continue et on se fait plaisir. La prochaine vidéo pour la campagne, je verrai quand je pourrai la faire parce que voilà, on a décidé de pas faire un été à 2 tours parce qu'on n'avait pas le temps tout simplement, comprenez-nous bien. En espérant quand même que ça vous a plu. Donc merci de suivre, merci à vous de vos commentaires. Et écoute, on se retrouve à une prochaine. Longue vie à Battle au vrai Battle et merci à vous. Allez, portez-vous bien.